On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le conseiller municipal sortant Marco Savard qui sollicite un 5e mandat dans le Vieux-Saint-Luc et cette fois aux côtés de Mme André Bouchard à la mairie. Mais d'abord, parlons de l'économie, de ce bilan 2020, baisse des investissements, des pertes d'emplois aussi. On en discute avec Sylvie Brosseau de NextDev. C'est le moment de l'année où plusieurs organismes du milieu font un peu le bilan de l'année précédente. C'est le cas de NextDev, Développement économique au Richelieu, bilan 2020, où on constate évidemment, et il n'y a pas de grande surprise avec la pandémie, une baisse des investissements. Il y a eu des pertes d'emplois, parfois momentanées, encore des secteurs d'activité aussi qui sont touchés par les mesures de confinement. Bref, on fait le tour de la question avec Sylvie Brosseau, qui est la directrice générale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Toute une année, une bizarre année, et probablement que 2021 aussi va être un peu la continuité de tout ça. Mais quand on résume 2020, alors que janvier-février étaient à la fois des mois relativement normaux, même aller jusqu'à la mi-mars, et puis là, pouf, arrive la pandémie. Donc, quand on résume 2020, qu'est-ce qui vient caractériser cette année-là sur le point de vue économique? En fait, je vous dirais que, comme tu dis, Éric, au début de l'année, tout était bien parti. On a fait des activités, on a accueilli des délégations. Tout était, semble-t-il, pour bien aller jusqu'au mois de mars où, en fait, nous est tombée la pandémie. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que je pense qu'on a, oui, eu une baisse au niveau des investissements, une baisse au niveau des emplois. Mais je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu l'émergence d'actions concertées du milieu, des idées novatrices de la part de nos entrepreneurs. On a vu aussi beaucoup d'entreprises qui ont commencé à faire d'autres produits. On prend, je ne sais pas, IDCAM, Cambly, Métal Saint-Jean, Jack World avec sa pédale pour ouvrir les portes. On a vu des entreprises qui ont innové et qui ont fait preuve de beaucoup de nouvelles idées qui nous ont surpris, en fait. Et je dirais aussi, on a vu la baisse d'emplois, une baisse de 204 emplois. Oui, on est déçus, là, mais c'est une façon de parler, d'être déçus, parce que je pense que les entreprises ont quand même continué à garder le cap au niveau de l'emploi. Au niveau de l'investissement, c'est une baisse, mais les entreprises ont investi beaucoup dans leurs employés au niveau des normes sanitaires, au niveau de la recherche et développement, au niveau de la formation. Mais il faut regarder aussi, je voudrais dire, au niveau de l'emploi, il y a eu aussi, il y a eu un feu chez Lanart. Il y a eu quelques petites choses aussi, des entreprises, oui, qui ont fermé. Mais en fait, je dirais qu'on est très fiers des entreprises et de ce qu'ils ont fait dans l'année 2020. Bon, parce que dans le fond, les investissements, ils ont baissé d'à peu près combien par rapport, disons, à l'année passée ou à une année moyenne, si on veut? Si on regarde avec 2019, on a fait le calcul, naturellement, il y a 33 millions de moins qui ont été investis. Quand même, c'est quand même beaucoup, mais je dirais que je pense que si on regarde dans les projets qu'on a dans les cartons pour 2021, on est sur la bonne voie. J'oserais dire comme ça que l'année 2021 s'annonce quand même assez bien. Dans le fond, c'est une baisse des investissements ou c'est un retard des investissements ou c'est un report des investissements? Autrement dit, une fois que ça va repartir de l'autre côté, est-ce que même à la limite, on pourrait s'attendre à avoir des hausses soutenues en termes d'investissement? Je pourrais peut-être dire l'ensemble de l'œuvre. Je pourrais peut-être dire que c'est peut-être les trois qui vont arriver, mais c'est sûr que les gens ont été prudents. C'est sûr que les gens n'ont pas commencé à investir pour des gros projets. Ça, on s'entend, là, les gens étaient beaucoup concentrés sur la crise sanitaire. En fait, on pourrait même dire qu'on ne savait pas trop vers où on s'en allait. On s'est vraiment concentré à essayer de sauver, pas sauver nos entreprises, mais sauver nos employés, parce qu'on répète, on ne savait pas où on s'en allait. Donc, tout mettre en place les normes sanitaires. C'est nouveau, là, c'était une crise, c'est une exception, là, ce qu'on a vécu cette année, puis c'était tout du nouveau. Fait qu'on a dû s'adapter à cette situation-là. Bon, rapidement, au printemps, il y a une cellule de crise qui s'est créée dans la région avec plusieurs joueurs, les intervenants du milieu. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat de mettre sur pied cette cellule de crise? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire en se parlant conjointement, tout le monde, là?
Bien, en fait, je dirais que cette concertation-là, elle s'est faite dès le début avec NextDev, la Ville, la MRC, tous les intervenants, là, la Chambre, le tourisme, les institutions financières. Là, tout le monde, tout le monde a mis la main. Les députés, là, on se parlait tout le monde. Là, toutes les semaines, on était au fait de ce qui se passait. Et tout ça a amené ce qu'on appelle le carré, le comité d'aide à la relance économique, où on a mis en place on a regardé pour avoir un mandat pour la reprise. C'est sûr qu'on regardait ce qui se passait, mais il fallait voir ce qu'on voulait faire aussi pour la reprise. Donc, on a pris les 6 secteurs de l'économie. On a regardé au niveau qu'on pourrait dire, les kingpins de l'économie. Ouais. On est allé voir dans le milieu. On a regardé. On a fait une étude, mais on s'est dit, cette étude-là non plus, on ne peut pas la laisser mettre ça sur les tablettes parce qu'on se dit tout le temps, une étude, bon, ça va rester sur les tablettes. Mais en fait, c'est qu'avec ça, c'est que NextDev et les partenaires aussi, toujours, on s'est dit, on va se faire un plan d'action. Et avec ça, on a, quand le gouvernement nous a annoncé avec Accès Entreprises Québec qu'on pouvait créer des emplois, on s'est dit pourquoi pas se servir de ça pour avoir un employé qui, entre autres, dans son mandat, aurait comme rôle de faire vivre ce comité d'aide à la relance économique-là pour pouvoir aller justement que les secteurs d'activité de ce carré-là pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir faire le lien, pour s'assurer justement que ce ne sera pas une étude qui va rester sur les tablettes. Bon, l'autre chose aussi, au printemps, et tant mieux, et même contrairement à d'autres juridictions dans le monde, les gouvernements ont été quand même assez généreux en multipliant les programmes d'aide. Et je dis bien le mot multipliant les programmes d'aide, si bien qu'à un moment donné, on ne savait plus trop finalement à qui demander de l'aide. Là, on a compris que c'était la MRC, mais en même temps, on a compris que, dans le fond, on vous a un peu mis ça dans votre cours. Donc, vous avez été un peu comme mandaté pour vous occuper de ces fameux programmes d'aide en question. Oui, effectivement. La MRC a mandaté NextDev pour s'occuper du programme d'aide, le PAU, PME et l'ARAM pour gérer. En fait, on avait un employé qui était en poste depuis pas très longtemps et mon adjointe qui remplaçait un congé de maternité. Donc, on s'est reviré assez rapidement parce qu'on savait que le besoin était pressant d'aider ces entreprises-là. On s'entend que nous, notre mandat, c'est un mandat pour les entreprises manufacturières. Mais l'urgence de cette situation-là, comme je dis tout le temps, qui était exceptionnelle, on a mis ça en place assez rapidement. Donc, Sébastien et Anne-Aimée se sont mis ensemble pour gérer ces 2 programmes-là, avec toujours la MRC qui nous supporte dans tout ça, avec les maires. Et on a mis en place un comité d'analyse. Donc, on a travaillé très fort à recevoir les dossiers. On a mis tout ça en place. Et je vous dirais qu'on est rendu à plus de 80 dossiers qui ont été analysés, qui ont été supportés par la MRC et le gouvernement, qu'on remercie en fait aussi d'avoir aidé ces entrepreneurs-là parce que c'est leur passion, c'est leur vie aussi qu'ils ont mis dans tout ça. Donc, on est fiers et je vous dirais que d'ici la fin du programme, la MRC et le gouvernement vont avoir investi, on a extrapolé un peu, là, mais le gouvernement va investir à la MRC près de 8,8 millions pour aider avec le programme. Donc, c'est beaucoup d'aide et avec, encore une fois, quand je vous parlais tantôt, le poste qui a été créé pour le carré, ce poste-là aussi va être mis en place pour aider ces entreprises-là, pour les aider. Parce que oui, on les a aidés, mais on veut les aider aussi à se remettre sur pied après la crise. Est-ce que les entreprises ont quand même, disons, fait le plein de ces aides-là? Puis, bon, j'ose espérer, je suis convaincu que ça a dû aider, ça a aidé beaucoup d'entreprises, évidemment, ces programmes d'aide-là. Sinon, probablement que le bilan aurait été peut-être plus désastreux. Là. Il y aurait peut-être davantage de fermetures ou de pertes d'emplois. Le comité d'analyse qui était en place pour l'ARAM et le PAU-PME a étudié les dossiers de façon très professionnelle, selon les critères. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui trouvaient que c'était difficile parce qu'on demandait beaucoup de documentation. Mais nous, on a travaillé selon les règles en place et on a, donné des subventions ou fait des prêts auprès de ces entreprises-là. Mais il faut toujours comprendre que c'est avec les critères du gouvernement et c'est dans le but aussi de les aider. En fait, tout a été fait pour aider
ces gens-là à passer au travers de la crise. Si on donne une subvention ou si on octroie un prêt à une entreprise qui est déjà dans le trouble, c'est pas l'aider. C'est vraiment peut-être pour la mettre sur le respirateur, mais qui ne passera pas au travers pareil. Donc, vraiment, le comité d'analyse était formé de professionnels qui ont étudié les dossiers là, de façon à les aider et à les supporter, comme je répète tout le temps, avec la MRC et avec le gouvernement. Bon. Et dites-moi aussi, au cours de 2020, il y a eu le dépôt d'une demande de désignation pour une zone d'innovation en sécurité publique et civile avec le partenariat d'InnoSecure. Bon, pour le moment, ce n'est que le dépôt d'une demande, mais dans les faits, qu'est-ce que ça va donner, ça, à moyen-long terme? Écoutez, on est après travailler le dossier avec le gouvernement. Le dossier suit son cours. On est très fiers du dossier. On a travaillé très, très fort au travers de la pandémie à déposer le dossier. On a une rencontre encore cette semaine avec la direction de zone d'innovation et créneaux pour discuter du dossier. Mais on devrait pouvoir vous annoncer des choses dans les semaines qui viennent. Mais on vous garde la surprise, comme on pourrait dire, mais on est sur la bonne voie. On travaille fort. On a déposé un beau dossier, oui, avec InnoSecure, avec tous les partenaires aussi qui ont mis la main à la pâte pour ça. Mais comment je vous dirais ça? C'est qu'en ce moment, on a des rencontres de prévues cette semaine encore avec la direction, avec le MMI, tout ça, mais le dossier est sur la bonne voie. Et donc, le mot-clé pour 2021, disons post-pandémie, c'est la relance? Définitivement, on met tous les gens ici chez NextDev, le conseil d'administration, la MRC, les maires, tout le monde travaille pour la relance. Et comme je vous dis, vraiment, on va revoir notre plan d'action aussi parce qu'on avait un plan d'action qui était avant la pandémie. Tout a changé, mais nous, notre mot-clé, effectivement, tout a été revu pour aider les entreprises. Et comme je vous dis, vous avez vu aussi avec le carré, c'est pas juste les entreprises manufacturières, c'est au niveau de l'économie de la région du Haut-Richelieu. On veut vraiment s'en sortir. Et je pense qu'on a tous les éléments aussi pour s'en sortir. Sylvie Brosseau, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on discute politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de balles. Absolument, avec le lanceur étoile des Pirates Maçonnerie Pro Conseil, puis il redonne aux jeunes en plus, François Lafrenière qui est avec nous. Ce sera un coup sûr. As-tu mon jeu de mots? J'aime ça. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. En prévision de l'élection de novembre prochain, il va solliciter un 5e mandat de conseiller municipal dans le district numéro 8, le vieux Saint-Luc, mais cette fois avec l'équipe André Bouchard. Il s'agit de Marco Savard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. 5e mandat, je vous pose un peu la même question qu'à Jean Fontaine la semaine passée, parce que vous êtes un peu dans une situation similaire, vous sollicitez tous les deux un 5e mandat. 1, 2, 3, 4. Pourquoi un 5e? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Oh, il en reste toujours à faire dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est très évolutif, que dans chaque secteur, il y a des besoins qui changent constamment. C'est beaucoup ces orientations-là qu'on doit travailler. Fait que définitivement, il reste encore beaucoup à faire. Mais sur le plan personnel, qu'est-ce qui vous passionne encore? Qu'est-ce qui vous motive encore? On pourrait, après un certain temps, dire, bon, ben, j'ai fait le tour du jardin,
je passe la rondelle à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore l'intention de vous investir là-dedans? Bien, je vous dirais, entre autres, je vais être encore plus déterminé qu'au dernier mandat, pour la raison suivante, c'est qu'on ne peut pas laisser la ville dans un contexte actuel. Je pense qu'on doit travailler avec un pas en avant sur tout ce qu'on doit faire pour les besoins des citoyens. Puis actuellement, ça se ne fait pas. Depuis les 3 dernières années, on s'entend qu'il y a eu beaucoup de différences envers plusieurs opinions de tous et chacun. Je pense que ce mandat-là doit être fait pour ramener l'ordre au conseil municipal de Saint-Jean de la façon suivante, avec des gens qui sont pas mal plus avec de conviction, entre autres, puis de laisser faire, si on veut, la chicanerie pour rien, puis plutôt avancer sur les demandes des citoyens. C'est une des premières raisons que ma détermination est encore plus forte pour ce mandat-là. Bon, vous avez fait partie de l'équipe d'Olbec pendant quelques élections, quelques mandats. Par contre, aux dernières élections, en 2017, vous avez fait le choix de vous présenter comme indépendant. Ouais. Dans les premiers mois du mandat, tout comme Mélanie Dufresne et Jean Fontaine, vous avez fait le choix d'appuyer le maire Laplante, mais ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui fait que, vous vous étiez présenté indépendant, et pourquoi avez-vous appuyé Alain Laplante au début du mandat? Bien, moi, je suis d'un tempérament à laisser la chance aux gens. J'ai des gens qui m'ont laissé une chance dans ma vie. Je pense que c'est normal de laisser la chance aux gens. C'est ce que j'ai essayé de faire avec M. Laplante. Cependant, par rapport à les différences entre autres l'attitude, le fonctionnement de ces procédures, de ces façons de faire, ça ne reliait pas du tout mes convictions. En domaine municipal, il faut être près de nos citoyens, il faut être à leur écoute, mais il faut écouter aussi tous les citoyens. Ce qui comprend, évidemment, les gens d'affaires, les gens de la communauté. On parle aussi des partenaires qu'on doit écouter. Donc, on ne doit pas se braquer vers n'importe quelle situation. Il faut prendre le soin d'écouter les enjeux, puis de porter des réflexions intelligentes pour faire avancer la ville. C'est d'ailleurs la raison pourquoi que j'ai décliné, si on veut, le travail avec M. Laplante, puis pour d'autres raisons aussi que je n'expliquerai pas en médias, ça ne sert à rien, là, mais c'est ça. Bon, qu'est-ce qui fait que cette fois, pour 2021, vous faites le choix non pas d'être indépendant comme à la dernière, mais de vous présenter avec l'équipe de Mme Bouchard? Pourquoi? Bien, entre autres, la force de Mme Bouchard, suite à plusieurs discussions avec Mme Bouchard, on voit que c'est une personne qui est très rassembleuse. Elle a quand même un très bon charisme et un leadership qui est intéressant. Qui est intéressant aussi parce que je l'ai vu de la façon que les gens qui étaient allés chercher justement les nouveaux candidats au conseil municipal pour apporter du changement. Chaque personne qu'on a eu des discussions ensemble, c'est des gens qui ont de la motivation. Puis sur le sens de dire de motivation, c'est de dire qu'ils ont des solutions à des idées. Ça, c'est acte de créativité. Puis je pense que c'est ça, sur cette note-là, que Mme Bouchard est allée chercher ses repères pour des personnes vraiment là, avec une différence, si on veut, du conseil actuel. On n'est pas là pour... C'est pas un conseil que moi, je crois, qui devrait gérer sur des frustrations. C'est des gens que Mme Bouchard va être capable de gérer sur une motivation et des solutions, puis d'options positives pour les citoyens. Bon, vous êtes dans le district où probablement il y a l'enjeu le plus sensible de toute la ville, soit l'avenir des terrains de golf. Évidemment, ça a commencé avec le petit 9 trous qu'il y avait, le golf de la mairie, qui a cessé ses opérations, qui est vraiment enclavé avec des maisons tout le tour. Et puis là, ça, c'est avant la pandémie parce que le golf, disons, était assez en décroissance. Il y avait une menace de fermeture du golf des Légendes à Saint-Luc, quoique maintenant, les propriétaires disent qu'ils vont fermer. Qu'est-ce qu'on fait avec les terrains de golf? L'ancien de la mairie ou celui des Légendes qui éventuellement devrait fermer, semble-t-il. On les développe ou on les préserve? C'est quoi votre position? Ma position est très simple. On doit commencer par le début dans cette étape-là. C'est un début que je demande depuis 2017-2018, dans mon ancien mandat, si on veut, de faire cette consultation citoyenne avec une participation citoyenne des gens de mon secteur. Je pense que la décision doit se prendre de ces citoyens-là pour voir ce qu'est évidemment les enjeux à venir. Parce qu'on s'entend, tous ces gens-là, et majoritairement, ont acheté des résidences adossées à des golfs ou des espaces verts. Ils veulent définitivement maintenir leur qualité de vie, puis je pense que c'est très louable d'agir ainsi. Donc, pour la première étape qui devrait être faite dans le prochain mandat, c'est de rencontrer ces citoyens-là, faire des tables de travail pour arriver possiblement à une acceptabilité sociale. Après cette acceptabilité sociale-là, d'arriver avec une vraie consultation publique avec les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu pour arriver avec un projet peut-être d'avenir et de vision. On ne veut pas dire nécessairement intégrer des résidences un peu partout. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est simplement de dire est-ce qu'on peut arriver à un consensus avec tous les gens du secteur sur tout niveau. Bon, là, je reprends les mots parce que je les ai vus passer ce matin sur les médias sociaux parce que la semaine dernière, il y a eu une consultation
convoqué par les gens du Golfe des Légendes. Puis là, votre adversaire, le maire Laplante, dit Marco Savard parle des deux côtés de la bouche. C'est-à-dire que d'un côté, il dit qu'il veut préserver la qualité de vie des citoyens, puis de l'autre, qui est ouvert au développement. C'est quoi votre vision de l'avenir de ce secteur-là? Moi, je crois qu'il y a possiblement de la place pour faire un certain développement. Mais au moment où on se parle, on ne peut pas le déterminer. Puis on ne peut pas déterminer d'acquérir, si on veut, ces espaces-là, parce qu'on n'a pas de montant attitré à ça. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas demain matin dire on se braque à tout, on laisse aucun développement se faire. Si la population en désire aussi, tant mieux. À ce moment-là, ça sera à la population de décider. Mais est-ce que la population a plus tendance à dire qu'on n'accepte aucun geste, si on veut, on maintient le statu quo? Puis c'est là-dessus que j'ai toujours été mal identifié. M. Laplante fait sa campagne électorale sur mon dos par rapport à cette situation-là. Moi, je n'ai jamais parlé de présenter de projet résidentiel. J'ai toujours parlé d'une situation. C'est de travailler avec les citoyens du secteur pour voir la possibilité de ces espaces-là. Parce qu'on parle de plus de 10 millions de pieds carrés, qui comprend évidemment le Golfe des Légendes, le Golfe de la Mairie, puis on a quand même le dossier de la Bergère. Tous ces espaces-là, ça appartient à nous, les citoyens de Saint-Jean. C'est à nous d'en désirer ce qu'on peut faire avec. C'est ça, puis je l'ai souvent dit, on a reçu ici à l'émission 2 citoyens concernés. M. Lamarre, il n'y a pas longtemps, M. Léger-Bourgoin également, mais lui, c'est plus dans le dossier de M. Poirier. Exact. Mais dans les faits, c'est tout un peu le même secteur. Puis je reviens à ça. Si moi, personnellement, je m'étais acheté une maison où je n'ai pas de voisins en arrière, bien, c'est sûr que si j'ai droit de regard avec la tenue du registre, bien, j'en voudrais pas de voisins en arrière. Par contre, si on me dit que je vais avoir un voisin à 500 pieds et que je ne le verrai pas, bon, est-ce que je suis ouvert à l'idée? Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que la ligne, elle est mince, mais au-delà des riverains concernés, il y a des enjeux de circulation, il y a des enjeux d'infrastructure. Est-ce qu'on est capable de supporter ça? Bien, c'est pour ça qu'on doit déterminer c'est quoi le potentiel réalisable pour ces espaces-là. Vous l'avez dit, est-ce qu'il y a un impact attaché à tout le dérangement, si on veut, de cette zone-là? Oui, on en a. Comme vous l'avez mentionné, la circulation locale, les écoles, là aussi. Les écoles sont à la qualité de vie de mes citoyens, l'achalandage, les commerces qui doivent aussi. Fait que tout ça, ça doit être pris dans un enjeu, si on veut, d'ensemble pour donner les vrais faits s'il y a du potentiel ou il n'y a pas de potentiel. Ouais. Par contre, dans tout ça, le fameux terrain de M. Poirier, là, qu'on appelle la terre à boucher, avec un potentiel de 200 maisons en 2 phases, ça, de toute façon, c'est un terrain vague. Là, je veux dire, il n'y a rien là-dessus. Là. Donc ça... C'est concevable, on dirait que c'est un projet qui pourrait être concevable. Ça semble logique de mettre des maisons là-dessus. Ouais. Mais encore là, c'est la même question. Circulation, infrastructure, école. On est-tu vraiment rendu à pouvoir... C'est un peu la question qu'on doit se poser. Là. Parce que c'est la question que mes citoyens me disent tout le temps. Marco, on est prêt à accepter du développement résidentiel, mais pas à n'importe quel prix. Okay. Ce qui veut dire, c'est qu'eux sont prêts à faire un geste, mais en considération qu'on ait de la bonification sur les gestes qui sont portés. Donc, ce qui veut dire, c'est que si un projet, exemple, de dossier de M. Poirier, ou peu importe le projet, qu'on arrive avec... On maintient la qualité des citoyens, on maintient les espaces verts, entre autres les boisés, les milieux humides. Donc, ça, c'est des choses que ça appelle les gens. Puis on crée des nouveaux parcs, exemple, dans ces secteurs-là de futurs développements ou futurs projets à venir. Mais là, à ce moment-là, les gens se sentent gagnants. Là, actuellement, dans des projets où il n'y a pas de gain... Mais dans le fond, le gros bout du bâton, c'est les citoyens qui l'ont. Parce qu'avec un changement de zonage, ils ont droit de vie ou de mort sur tout projet. Là. Exactement. Donc, le fardeau de la preuve revient aux promoteurs. Donc, c'est à eux de présenter quelque chose que le monde va aimer. Exactement. Puis c'est de le travailler. Les citoyens sont prêts à travailler avec les promoteurs puis la ville. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est de ne pas dire demain matin, c'est la ville qui va tout prendre la charge de la décision. Je crois que c'est la charge qui devrait venir, entre autres, aux résidents de mon secteur. Dire, pourquoi les terrains de golf, on ne les achète pas puis on ne fait pas des parcs avec? C'est fort possible. Ça peut être une option. Pourquoi pas faire des scénarios envers la population? Dire, oui, on peut éventuellement acheter les golfs, par exemple, mais à quel prix? Quand on va arriver à chiffrer le montant, là, peut-être que les gens vont dire, oh, attends un instant, là. Puis il faut penser à apporter des nouveaux revenus à la ville de Saint-Jean. C'est correct d'avoir des idées, mais à quel prix? À quel prix, puis à quel... je vous dirais simplement, c'est qu'à quel montant qu'on doit quantifier tout ça. C'est là qu'on devrait avoir nos discussions à ce moment-là. Autre dossier qui revient visiblement d'élection en élection, la passerelle. La passerelle. Est-ce qu'on va la voir, la passerelle, entre 2021 et 2025? Je le souhaite depuis longtemps.
encore là, je reviens encore sur la décision qu'on doit faire avec les espaces verts, dont entre autres les golfs. La passerelle, il faut qu'elle atterrisse quelque part. Donc, il faut qu'elle se localise. Comme dans le stationnement du golfe de la mairie. Du golfe de la mairie. Donc, si on interdit du développement, on doit aussi penser à la réalisation de la passerelle. Fait qu'il faut localiser cette passerelle-là dans un endroit où ce qu'on parle, évidemment, c'est le golfe de la mairie. Fait que ça fait partie de ces discussions-là qui auraient dû être faites depuis 2017. Si ça aurait été fait au moment où on se parle, la passerelle serait possiblement d'avancer d'un pas. Parce que présentement, elle est avancée. Il y a quand même des travaux qui ont été effectués sur l'avenue du Parc. Dans l'enfouissement des fils. Là, à cette heure, maintenant, on est à la prévision des plans de vie pour la passerelle. Et là, le terrain de soccer synthétique au parc Pierre-Benoît, c'est-tu en voie de se faire, ça? Oui, les travaux ont déjà débuté, possiblement fin des travaux pour l'automne de cette année. OK. C'est quand même bien en cours, bien en marche. Puis ça va aussi bien revitaliser le parc Pierre-Benoît, dont il y a l'heure qu'on a fait les jeux d'eau il y a 2 ans. Puis tantôt, on parlait d'infrastructure, je reviens à ça, mais l'histoire des écoles. Dans le fond, on a-tu besoin de 1 ou 2 écoles à Saint-Luc? Parce que je parlais récemment avec Marilyn Charbonneau, qui représente le bout de l'île Sainte-Thérèse, Talon, Cadevant. Puis tu regardes ça finalement, puis tu dis finalement, Saint-Luc n'a peut-être pas besoin finalement de peut-être 2 écoles. Fort possible, mais présentement, c'est que l'enjeu des écoles, c'est que les changements ont été faits par le scolaire doit avoir l'entrée des quatrième années. Les 4 ans, pardon. Les 4 ans fait qu'évidemment, ça crée évidemment une densification plus élevée dans les écoles. Est-ce que ça peut être absorbé? Mais là, c'est sûr que c'est des services de commission scolaire qui est en mesure de nous le dire, là, mais c'est tout ça qu'il faut déterminer. Faut déterminer. Marco Savard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Dato. Bonne campagne électorale. On se revoit à l'automne. Merci, oui. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Allez faire un tour du côté d'Iberville, domaine Trinity. Il y a une nouvelle exposition dans la verrière de la maison Épiphénie. Donc, allez faire un tour là, pour les prochaines semaines. De toute façon, c'est un endroit magnifique. Toujours intéressant d'aller faire quelques selfies. Entre-temps, commentaires ou questions, suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour, un mot à commercial, tvhr9.com. À demain.